Euh, alors, on va aborder tous les trois, là, enfin tous les quatre, la deuxième partie de notre webinaire autour de la poursuite du projet de développement. En préparant ce webinaire, André et Franck, vous me disiez que chacun de votre côté, vous n'aviez pas renoncé au plan de développement stratégique que vous étiez fixé avant la crise. André, tu disais que tu étais même en train de recruter en ce moment. Et toi, Franck, tu es en pleine phase d'intégration d'une nouvelle société, d'une association dans ton secteur d'activité alors, je ne veux pas dire acheté, une association, c'est toujours un peu particulier, en fait, que tu as associé à ton réseau. Voilà, donc je voudrais qu'on arrive maintenant à cette histoire de mais comment on poursuit le développement de son organisation dans cette phase d'incertitude. Est-ce que, Franck, tu pourrais nous expliquer, notamment au niveau de l'intégration de cette structure, comment tu t'y prends et est-ce que finalement la crise a changé tes plans? Est-ce que tu as dû réadapter tes plans ou finalement tu arrives à poursuivre la façon dont tu voyais les choses avant que la structure rejoigne ton entreprise? Oui, alors par rapport à la question, c'est vrai que il y a quasiment il y a quasiment la réponse dans la question. C'est-à-dire que mettre en sommeil un projet de développement, non mais mettre en sommeil un projet de développement d'une entreprise, c'est impossible. Je me rappelle d'ailleurs, pour la petite anecdote, que j'avais dans mes premiers entretiens de recrutement quand j'étais salarié à l'époque, j'avais la directrice générale d'une entreprise qui m'avait dit, quand vous rentrerez chez nous, vous éteignez votre cerveau pendant 3 mois et puis vous faites ce que je vous dis et puis tout se passera bien. Et j'avais dit, bah moi en fait, j'ai pas de bouton off, hein, voilà. Donc je ne suis évidemment plus chez elle et j'ai toujours pas trouvé le bouton off, hein, y compris sur le projet de développement. Donc pour moi, en fait, ça c'est vraiment c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que c'est ce qu'André disait tout à l'heure. C'est-à-dire on a un cap. Ok, il peut y avoir des détours, il peut y avoir des chemins de traverse, voilà. Mais en fait, quand on a une stratégie, les aspects tactiques peuvent varier, mais la stratégie, elle doit rester la même. La stratégie, elle doit rester la même. Il peut y avoir des adaptations si vraiment il y a un bouleversement complet du marché, évidemment, mais néanmoins, la stratégie, elle doit rester la même. Alors, exemple, sur ce qui s'est passé chez nous, en plein confinement, on a finalisé une acquisition. Hein. Donc, première réunion avec les salariés, habituellement, on les rencontre en groupe et puis on a un moment sympa où on leur explique voilà, quel va être le projet, comment ça va se passer. Bon, bah là, on le fait via Zoom. Donc, comme le disait Pierre, on peut chacun boire notre café derrière notre Zoom. C'est quand même vachement moins sympa, c'est vachement moins humain. Donc, du coup, on a essayé de travailler justement sur l'animation de cette première réunion pour la rendre plus humaine, plus favorable. Et derrière, dès qu'on a eu l'occasion, donc en l'occurrence après la fin du premier confinement, sur la période juillet-août, on a essayé de faire des petits groupes où on s'est pu se voir physiquement, de manière à aussi avoir cette présence physique. Deuxième élément que tu citais, Damien, c'est en effet, on a repris il y a un peu plus d'un an une structure associative qui était en très grande difficulté, donc pour laquelle on assume le plan de continuation, hein, en l'occurrence pas loin de 400 salariés. Euh, euh, on pourrait se dire c'est le coup de grâce, quoi. Enfin, vous voyez, une structure qui est déjà il y a 95% des plans de continuation qui n'arrivent pas à leur terme. Voilà. Donc, alors là, se retrouver avec cette crise complètement imprévue et inédite, voilà, d'une ampleur inédite, on pourrait se dire c'est le coup de grâce. Et ben en l'occurrence, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que ça a eu un effet extrêmement fort de remobilisation de nos salariés. Voilà. Ils ont trouvé des solutions par eux-mêmes de manière extrêmement rapide. Le rôle d'une direction, du coup, c'est évidemment de faciliter les choses, hein, d'apporter les outils, de trouver des solutions dans les coins, justement, d'aller trouver les masses pour que ça ne s'arrête pas. Et au final, en fait, sur les 3 mois de mars à juin, on n'avait jamais fait d'aussi bons chiffres. Sur cette structure-là, en l'occurrence, on n'avait jamais fait d'aussi bons chiffres depuis plus de 4 ans. Donc, comme quoi, en effet, c'est important. Euh, le, le point qui me semble essentiel, c'est aussi, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert personnellement pendant cette crise, c'est
dans le monde de l'aide à domicile, il y a toujours eu une très très forte concurrence entre le monde associatif et le monde des entreprises. Le monde des entreprises disant que les associations sont subventionnées et les associations disant que les entreprises sont là pour manger la laine sur le dos des philanthropes. Euh, cette crise a démontré que quand on est dans une logique d'intelligence collective, quand on dépasse ces notions de concurrence pure et dure et qu'on arrive à avancer, on est en capacité, d'un point de vue même sectoriel, de surmonter des obstacles énormes. Alors, l'exemple très concret, c'est au moment où cette crise démarre, je me dis, bon, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec 40% de nos salariés qui vont être en capacité d'intervenir. Ça veut dire qu'une personne qui est tétraplégique, qui a besoin d'intervention de manière continue, on ne peut plus assurer les interventions. Pour un peu qu'elles soient un peu loin. Donc, comment on fait? Comme on fait, on utilise les salariés des autres. Donc, en l'espace de 3 semaines, le truc incroyable, hein, en l'espace de 3 semaines, on trouve des subventions, on trouve des développeurs, on monte une plateforme qui permet de mutualiser des ressources entre structures, peu importe leur statut, hein, associatif, entreprise. Hein. Aujourd'hui, sur cette plateforme-là, qui s'appelle Solidarité Domicile, il y a 47 départements qui sont couverts, il y a plus de 600 structures qui sont inscrites et il y a 4500 salariés. Donc, vous voyez, ça c'est exactement l'exemple qui me fait dire, évidemment, l'intelligence collective doit être au service de tout le monde. Et en plus, face à une crise d'une ampleur de cette ampleur-là, si on n'est pas en capacité de passer au-delà d'un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir ou autres, bah on s'en sort pas. Mmh. Tu restes dans cette logique où le dirigeant, il est, enfin, on le voit bien, tu vis ton projet, Franck, quand on parle. Et on sent bien que voilà, tu lâches rien et tu as une stratégie, tu as parlé de tactique, tu vas au bout de ta logique, après tu t'adaptes finalement à la situation. De ton côté, André, toi dans une structure, tu parlais d'une trentaine de collaborateurs, comment ça se vit tu me disais en préparant l'entretien que tu avais continué à développer tes ventes, que tu avais embauché pour continuer à développer tes ventes, que tu avais de l'activité à produire. C'est quoi les conditions de succès? Qu'est-ce qui fait que finalement, pour maintenir ton cap, sur quoi tu t'es appuyé? D'abord, je voudrais dire, je suis très frappé par l'exemple qu'a donné Franck de cette plateforme de mutualisation et de dépassement finalement de dépassement de certains conflits, enfin de conflits d'intérêts, on va dire, hein, a priori. Je trouve que c'est un exemple très très fort. Moi, je pense que dans ce genre de circonstances, la première chose, c'est de sortir de la sidération, parce qu'il y a une sidération. Pierre l'a également évoqué. Nous, on était dans un état de sidération. Le premier confinement arrive, on a le staff a continué à travailler, à venir à l'usine et au showroom pour maintenir un lien, même si les artisans, nous, on ne peut pas digitaliser la fabrication de notre mobilier. Là, malheureusement, là, on n'y est pas encore. Mais donc, nos artisans étaient au moins au départ confinés pendant 3 semaines chez eux, et il y a eu une sidération, vraiment. On avait chaque année, on sort une nouvelle collection de mobilier. On est en B2B2C, comme Franck, mais sur un autre modèle. On vend à des architectes d'intérieur, à des décorateurs, à des designers dans le monde entier, et qui eux-mêmes vendent à leurs clients final. Et chaque année, on présente une nouvelle collection de meubles. Et cette nouvelle collection nous permet de parler de nous, de rappeler notre existence au marché et évidemment d'avancer. Et là, d'un coup, plus rien. Et cette présentation de la nouvelle collection qu'on fait de façon physique, puisqu'on a un showroom de 400 mètres carrés dans le premier arrondissement, on invite notre milieu, notre écosystème en fait, hein, notre écosystème professionnel et partenarial, on les invite tous et on présente une nouvelle collection. Il y a évidemment des petits fours, du champagne, et voilà, et on démarre comme ça et on fait vivre l'année comme ça. Et là, d'un seul coup, plus possible de faire tout ça. Plus de fabrication, plus de présentation, plus de possibilité des mois et des mois de travail, plus de possibilité de les présenter, le vide et la sidération. Et donc, la décision qu'on a prise à ce moment-là, très très vite, c'est de dire, bon, qu'à cela ne tienne, on présente quand même la nouvelle collection et cette présentation sera entièrement numérique à l'échelle internationale. Donc, on a travaillé jour et nuit, en fait, hein, jour et nuit pour numériser entièrement la présentation de la collection
Donc, numériser entièrement la présentation de la collection à la presse, dans le monde entier, à tous nos clients. Et on a passé des heures carrées à écrire à tous nos clients aux États-Unis, au Japon, en Asie, partout, en leur présentant la nouvelle collection. Et paradoxalement, c'est ce qui nous, évidemment, c'était assez effrayant. Cette numérisation, cette digitalisation de la présentation de la nouvelle collection a été un vrai succès et a eu un impact très largement supérieur au mode de présentation auquel on procédait habituellement. Donc, et on n'a pas rencontré de conflit d'intérêts avec soit des partenaires, soit des concurrents, des compétiteurs. Enfin, il n'y a pas eu ça. Il y a eu vraiment une diffusion massive et maximum. Et on le voit aujourd'hui avec le recul, cette collection de 2020, qui se présentait en raison des circonstances comme pratiquement morte-née, est un vrai succès pour nous et marche très très bien. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir de la sidération, réagir très très vite, en prenant des risques, évidemment, parce que, comme disait Franck, la stratégie, on la maintient, on continue de regarder le cap, sauf que la tactique, fondamentalement, elle change. La tactique, elle doit changer parce qu'on n'a pas le choix. Les moyens doivent complètement changer. Et encore une fois, on n'a pas le temps de rationaliser, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de mesurer, de se dire, alors ça, est-ce que ça va marcher ou pas? Tiens, on va faire une étude. Non, on n'a pas le temps, il faut agir. Il faut agir. Dans ce moment-là, il faut agir. Et dans ces moments-là, au fond, il y a, comme dans toutes les situations de crise, moi, c'est un domaine que je connais bien parce que je fais du retournement de PME depuis 20 ans. La règle fondamentale, c'est qu'on va prendre 10 décisions. Sur les 10 décisions, il y en a 8 qui vont être bonnes et 2 qui vont être mauvaises. Et il faut accepter l'idée, Franck l'a très bien dit, qu'il y en a 2 qui seront mauvaises. Une, on va dire bête, une franchement mauvaise, voilà, mais il y en a 8 qui seront bonnes. Mais la nécessité vitale, c'est de prendre les 10 décisions et de les prendre très très vite, même si votre entourage est mort de trouille, même si les managers vous disent ah non mais là non ça va pas marcher, ou là il y a trop de risques, même si le DAF vous rappelle à l'ordre, l'actionnaire vous liquéfie sous ses angoisses, c'est pas grave, faut y aller, il faut prendre des décisions et il faut accepter l'idée qu'effectivement sur les 10 il y en aura 2 ou 3 qui seront pas bonnes, qui seront mal pensées, c'est pas grave. Mais si vous n'en prenez pas de décision, donc si vous ne faites pas ce travail de survie, au-delà de la vie normale de l'entreprise, de la vie quotidienne, si vous ne faites pas ce travail de survie et si vous ne prenez pas ces décisions, vous êtes condamné, purement et simplement. Voilà, donc nous, on a fait ça et ça continue aujourd'hui, puisque aujourd'hui, là, on a pris la décision, on a lancé un showroom virtuel, c'est-à-dire qu'on va virtualiser notre showroom et donc l'exporter dans notre filiale anglaise et partout dans le monde. Et on a pris la décision d'ouvrir une boutique en ligne à l'intérieur même de notre site vitrine, ce qui est une décision lourde, parce que dans le luxe, on fait les modèles de commercialisation sont particuliers. Vous avez besoin de voir un meuble, de le sentir, de le toucher à ce niveau de marché. Eh bien, on a surmonté cette appréhension et on va commercialiser une partie de notre gamme, adapter une partie de notre gamme pour vendre en ligne, ce qui est normalement pas le modèle initial de ce type d'entreprise dans le secteur. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est réagir très très vite et se dire que faut y aller. Faut y aller, sans état d'âme, faut y aller. De toute façon, si vous ne faites pas ça, ça ne suit pas. Hein, Franck, je pense que tu dois avoir le même sentiment. Si on ne fait pas ça, derrière, ça ne suit pas. L'équipe ne suit pas. Si vous exprimez un doute, si vous montrez des doutes, vous avez le droit de réfléchir et de partager cette réflexion et de la mutualiser. Mais si vos doutes sont trop forts et que les gens vous sentent, l'entrepreneur, le dirigeant, si l'équipe le sent paralysé ou incapable de réagir, alors là, tout tombe. Tout le monde baisse les bras. Si moi, je baisse les bras, qui lèvera les bras? C'est vraiment ça. Non, on est au fond, enfin, dans le cœur du sujet, sur le rôle primordial du dirigeant. Hein, nous, on l'appelle dans nos programmes de formation à l'IGS le dirigeant entrepreneur. Et c'est pas pour n'importe quelle raison. C'est justement cette capacité, comme tu dis, à maintenir le cap, à réfléchir stratégie, à adapter au quotidien avec la tactique. Toi qui accompagnes les salariés qui viennent sur le programme de formation, Pierre, par rapport à ce que vient de dire André et ce que vient de dire Franck, à la fois dans j'ai encore beaucoup entendu ces notions de digitalisation de leurs activités, de cette capacité à réfléchir stratégie et tactique. Comment toi tu vois les choses dans le quotidien des apprenants que tu accompagnes et des entrepreneurs que tu vois dans ton environnement de formation?
Les exemples d'André et de Franck font plaisir à entendre parce qu'on voit bien qu'ils ne sont pas à côté de la réalité où ils restent pas sonnés ad vitam aeternam comme certains, mais qui sont en train d'intégrer le réel justement en temps réel et en continu. Autrement dit, ce réalisme fait que vous pouvez rester ambitieux, et vous l'êtes, continuer vos projets, mais en vous adaptant au fur et à mesure. Parce qu'on sait très bien que la crise, elle est permanente pour 2-3 ans, et puis que ça change toutes les 30 secondes. Hein. Si on devait se pluguer sur les décisions de nos chers gouvernants, on ne pourrait plus rien faire, c'est fini, là, on ferme la boutique et on arrête de bosser. Donc, résultat des courses, ils sont en train d'intégrer le réel, et puis surtout, ils ont utilisé des moteurs de développement qui sont vachement forts, parce que, et ça c'est les mots d'ailleurs de Franck, l'intelligence collective. Quand on fait confiance à ses salariés, quand on fait confiance à ses équipes, qu'on les valorise, qu'on les écoute, qu'on leur dit voilà, on a un problème, on va le résoudre collectivement. Déjà, on donne du sens au travail de tout un chacun. Et puis ensuite, on utilise les vecteurs de l'intelligence relationnelle pour les mettre en avant et que quand quelqu'un trouve une solution, on dit c'est super, un tel a trouvé une solution, faites-en de même, on en a besoin. Donc il y a cette notion de collectif qui est vachement forte et qui fait qu'on se rapproche presque de l'entraîneur d'une équipe de sport, qui ne doit jamais montrer qu'il doute, qui doit entraîner tout le monde et qui doit être force de conviction. Et puis, il y a un autre constat que je fais, moi, en tant que chercheur aussi, quand j'accompagne les entreprises, c'est que même si, a priori, je pense notamment à André, mais c'est aussi le cas de Franck, le digital, ce n'était pas non plus essentiel avant la crise, où on aurait pu s'en passer. Je caricature un petit peu. Mon fils aîné étant compagnon du devoir, donc je comprends très très bien les affres et les soucis d'André, parce que ce sont des métiers où tout est physique à la base. Ils ont intégré le meilleur de la transformation digitale. Ça veut dire quoi? Quand on intègre en quelques semaines, qu'on fait une plateforme de partage comme Franck, ou qu'on digitalise une collection, puis qu'ensuite on crée une boutique virtuelle comme André, on a les 3 bénéfices induits par la transformation digitale. 1, on peut continuer à vendre, donc il y a du retour sur investissement, le fameux ROI. 2, il y a du cost killing, parce que si on fait des choses à distance, il y a moins de déplacements, il y a moins de frais, il y a moins de perte de temps. Disons qu'il y a aussi un bénéfice induit sur le compte de résultat. Et puis troisièmement, et c'est valable pour vous deux, il y a l'optimisation des process, voire même l'optimisation des métiers. Si au lieu de faire un grand raout avec du champagne, des petits fours, j'arrive à lancer une collection sur des meubles à distance et que c'est aussi bien, voire mieux perçu qu'avant, là, j'ai des frais qui sont différents, voire moins de frais. Donc, vous voyez que la transformation digitale, elle porte ces 3 familles de bénéfices, ROI, cost-killing et optimisation des process. Voilà un peu comment je pourrais résumer ce que vous avez témoigné.